Alors bonjour à tous. Donc nous sommes là dans cette session pour discuter donc de la bascule de nos bases de données MongoDB vers la plateforme MongoDB Atlas. Et tout d'abord, merci déjà d'être là à écouter ce retour d'expérience de Solocal et plus précisément de Page Jaune. Donc rapidement, je me présente, David de Carvalho, je suis architecte logiciel à Solocal. Donc ça fait 15 ans que je développe. Je suis un petit peu un développeur touche à tout. J'ai été technical leader et maintenant je suis architecte depuis 2 ans, donc à Page Jaune. Mes spécialités, c'est plutôt le back-office, donc avec des préférences pour le Java, des API REST, les bases de données, voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet. Nous allons tout d'abord aborder un petit peu le contexte pour situer un petit peu les choses. Ensuite, nous verrons pourquoi nous avons choisi la plateforme MongoDB Atlas. Ensuite, on ira plutôt sur le concret en discutant justement de la migration, comment elle se passe et elle s'est passée puisqu'elle est toujours en cours. Et nous finirons par un petit bilan. Donc, pour situer un petit peu les choses, rapidement sur Solocal, qui est Solocal? Donc Solocal, c'est le partenaire digital, local et de confiance de toutes les entreprises pour accélérer leur croissance. Et Solocal s'appuie sur 6 actifs stratégiques, donc des médias à forte audience comme Page Jaune, par exemple, la puissance de sa data géolocalisée, des plateformes technologiques évolutives comme tout ce qu'on a fait sur le cloud, sa couverture commerciale dans toute la France avec la force de frappe importante, nationale, des partenaires privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents internes, hein, comme des experts en matière de data, de développement, dans le digital marketing. Solocal a 9 filiales en France, en Espagne, en Autriche, dont les 3 plus importantes sont en haut à droite, que vous voyez, donc Page Jaune, que beaucoup de monde doit connaître, Click Rendez-vous, qui est une plateforme de prise de rendez-vous, et Ourika, qui est une plateforme de contenu d'information. Voilà. Aujourd'hui, Solocal adresse un internaute sur 2, avec ses 2,4 milliards de visites par an, ce qui fait, donc dans le cadre de Page Jaune, la 16e audience en France, avec ses 6 milliards de requêtes HTTP par mois. Solocal est également un gros producteur de sites internet. Donc, elle a déjà produit 540 000 sites web pour les TPE et les PME notamment. Solocal également, et plus particulièrement Page Jaune, est divisé en ce qu'on appelle en business unit. Donc là, je vous en ai représenté 3. Bon, il y en a d'autres, mais voilà. Donc pour le média, en ce qui me concerne, donc dans le cadre de Page Jaune, euh, vous voyez également qu'il y a une BU contenu et SI vente. Les 3 BU là utilisent la plateforme MongoDB Atlas, mais on peut voir du coup qu'on peut être sur différents cloud providers. Typiquement, donc la nôtre qui est média, et nous on est sur Google Cloud Platform, et contenu et SI vente par exemple sont sur Azure. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on pourrait être également sur AWS si on veut. Situons un petit peu MongoDB donc chez Solocal et plus précisément donc Page Jaune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un petit peu d'histoire, on a commencé à utiliser les bases de données en 2013 et on est passé donc sur du IaaS, donc Infrastructure as a Service, sur Google Cloud Platform à peu près en 2017. On a migré l'ensemble de nos API sur le cloud. Le souci donc de cette manière de faire, donc on a fait une migration en lift and shift, hein, donc on a pris nos Mongo de notre infrastructure propriétaire et on les a migrés sur le cloud. L'inconvénient de faire comme ça, c'est que on utilise nos instances Mongo comme on le faisait avant, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui manageons tout ça en termes de création, de supervision, monitoring, la gestion des backups, comment on les met à disposition, comment on les restaure, mais également les évolutions qui nous ont coûté très cher. Donc tout ça, c'est fait par ce qu'on appelle des opérationnels qui s'occupent de faire tout ça. Et ça coûte un certain nombre d'heures à s'occuper de tout ça. En termes de sécurité, on était vraiment pas fort. Maintenant, ça change avec la plateforme MongoDB Atlas. On n'avait pas besoin de SSL, donc on n'en avait pas, entre les nœuds du cluster, mais également entre les API qui interrogeaient ce cluster-là, puisqu'en fait, on était dans une bulle fermée dans GCP, donc Google Cloud Platform, parce qu'en fait, du coup, personne ne pouvait interroger ces API, mis à part ceux qu'on avait autorisés donc, via des règles de sécurité sur notre réseau. Également,
en termes d'authentification sur nos bases de données, n'était vraiment pas fort. Donc on utilisait, l'authentification standard, hein, ce qu'on appelle le SCRAM. Donc on fournit un login et un mot de passe. On avait par exemple des logins, contrib et mots de passe contrib. Donc c'est vraiment, vraiment pas la bonne pratique, mais ça ne nous posait pas plus de soucis que ça puisqu'on était dans notre bulle fermée, GCP et personne d'autre que nous pouvions, se connecter à ces bases de données-là. Problématique également dans l'hétérogénéité de nos instances MongoDB. Donc on avait, on va dire 95 étaient en format cluster, mais on avait encore quelques-uns qui étaient au format standalone, donc pour des petites bases d'outillage, par exemple. Également, en termes de versionning, on avait un panel assez large. On allait de la 2.4 à la 3.4 pour les dernières. Donc, la plupart étaient des 3.2. Mais voilà, donc aujourd'hui, sur Mongo, la 3.6, par exemple, arrive en fin de vie en avril. Donc, on voit bien qu'on a quand même un sacré retard. Quelques chiffres en termes de legacy. Donc, avant migration sur MongoDB Atlas, on avait 40 clusters, toutes plateformes confondues. Donc, je parle de production et de staging. Alors, staging, il faut voir ça comme notre pré-production. Ça va nous permettre de tester nos modules avant de partir en production. On avait 40 clusters. En termes de trafic, on allait de 500 à 1500 requêtes secondes, suivant la taille de nos clusters, avec des pics qui pouvaient monter de 4000 à 8000 requêtes secondes quand même. En termes de typologie de requêtes, la plupart là, étaient plutôt des requêtes de lecture, donc 95% étaient des requêtes de lecture. C'est toujours le cas d'ailleurs. En termes de data, pour les plus grosses bases de données, on avait des collections qui pouvaient monter jusqu'à 40 millions de documents à peu près, pour un espace disque de 90 gigas, sachant que la moyenne de nos bases de données, grosso modo, en termes de collection, on est plutôt autour des plusieurs centaines de milliers de documents, et en termes de stockage, plusieurs dizaines de gigas. Enfin, en termes de coûts, on avait des coûts qui tournaient aux alentours des 150 000 € par an, avec les 2 tiers pour justement le coût de l'infrastructure sur le cloud, et un tiers sur tout ce qui est temps passé par les personnes pour faire de la maintenance et des évolutions, enfin, surtout des évolutions qui nous coûtaient assez cher. Alors pourquoi nous sommes partis sur la plateforme MongoDB Atlas? Alors tout d'abord, pour être un petit peu dans la mouvance cloud qu'on avait initiée en 2017. Donc la plupart de nos API, nos bases étaient déjà donc dans GCP. Je parle bien pour page jaune, hein, je ne parle pas des autres BU. Et donc du coup, dans ce fait d'être dans le cloud, on allait chercher un petit peu plus de bonnes pratiques du cloud, notamment tout ce qui était service managé, afin de simplifier les choses, afin de gagner du temps également par les personnes qui s'en occupaient. Deuxième pan, pour tout ce qui tourne autour des optimisations. Alors, premier pan, c'est des optimisations autour de l'infrastructure. Notamment, par exemple, avant, on avait un cluster pour une base de données. Donc, suivant la typologie des bases de données, ça paraissait un peu riche. Également, on avait du coup des typologies assez variées suivant les besoins. Potentiellement, la plupart du temps, on avait des clusters qui étaient surdimensionnés, parce que notre pratique était de dire, bon, on veut un cluster, on met telle typologie en place. Donc voilà, c'est sur ce genre d'optimisation qu'on va vouloir également travailler en passant sur MongoDB Atlas. Deuxième type d'optimisation, c'est sur la résilience, avoir un meilleur suivi de la robustesse de notre stack technique. Avant, on avait quand même un suivi, mais avec des outils fournis, avec des plateformes sur le cloud, en service managé, on va pouvoir améliorer tout ça. En termes de sécurité également, qui est notre pain point, hein, pour essayer de s'améliorer et aller beaucoup plus loin. Pour ce qui est de l'opérationnel, donc c'est les personnes qui passent du temps à faire la maintenance et les évolutions sur nos clusters, gagner ce temps-là, hein, enfin en tout cas le maximum de temps. Et enfin, forcément, tout ça tourne autour d'une même notion qui est le nerf de la guerre, hein, qui sont les coûts, la gestion des coûts, notamment avec tout ce qui est optimisation de clusters, le temps des personnes qui passent sur les clusters, etc. Et dernier point, ce sont les promesses que nous apporte MongoDB Atlas, que nous allons voir tout de suite. Donc la première promesse tourne autour de tout ce qui tourne, enfin tout ce qui est service managé, notamment déjà les services de base, hein, c'est ce qu'on cherche déjà. Donc tout ce qui tourne autour de la création, de la suppression des clusters, les mises en pause. Alors, la mise en pause, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, donc on va pouvoir gagner vraiment du crédit en termes de consommation. Donc on va pouvoir mettre en pause pour les développeurs, par exemple. Ce qui tourne également autour du monitoring avec tout un tas de métriques mises à disposition qu'on peut facilement activer et surveiller.
Un nouveau système qu'on n'avait pas non plus avant, c'est de l'alerting, donc être alerté lorsque certaines métriques dépassent un seuil, par exemple. Et enfin, tout ce qui tourne autour du backup restore, qui est quand même la base pour la gestion des données sur une base de données. Attention, parce que cette option est payante. Alors, quand je dis payante, ce n'est pas forcément l'option qui est payante, c'est les data, c'est le stockage qui va être payant. Plus vous allez avoir de backup, plus vous allez payer, bien entendu. Deuxième chose, ce sont donc autour du service manager, les vrais plus qu'apporte MongoDB Atlas, qui sont le scaling, donc à plusieurs niveaux. Soit on peut faire du scaling disque, soit du scaling infrastructure. Et également, on peut le faire soit manuellement, soit automatiquement. Alors manuellement, on peut le faire via une IHM, donc ce qu'on appelle un portail que MongoDB Atlas nous met à disposition. Donc c'est à coup de clic-bouton, hein, ou de manière automatique, où justement on définit certaines règles et automatiquement les disques ou l'infrastructure va pouvoir upscaler ou downscaler. Également, en termes de gestion des versionning de Mongo, on a la possibilité de facilement passer d'une version à l'autre, enfin, en tout cas, aller de l'avant en termes de versionning, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Alors attention, quand on monte de version sur votre base Mongo, il faut faire attention quand même que vos API, bien entendu, sachent gérer cette nouvelle version. Et le gros vrai plus que je dirais pour nous, c'est surtout qu'on peut faire énormément de choses sans coupure de service. Typiquement, lorsqu'on va modifier la configuration du cluster, alors par exemple, quand on va upgrader sa version, quand on va rajouter des nœuds dans le cluster, un nœud Analytics par exemple, ou lorsqu'on va faire la migration de données d'une base legacy vers MongoDB Atlas, tout ça va se passer sans coupure de version. Et ça, c'est possible avec un mode qui s'appelle le mode rolling, où justement on va pouvoir sortir des nœuds du cluster, appliquer les modifications et le remettre dans le cluster. Voilà pour les vrais plus. Ensuite, en ce qui concerne l'industrialisation également, il y a des vrais arguments. Alors, comme je disais, il y a un portail qui est sous forme d'une IHM qui est assez pratique et assez user-friendly. On va là pouvoir faire énormément d'actions manuelles. Également, il y a une API publique, donc forcément sécurisée, avec des tokens, avec du firewall, des choses comme ça, qu'on va pouvoir interroger pour automatiser des choses, par exemple. Et typiquement, le client Terraform qui est mis à disposition, qui est vraiment un vrai plus, qui, lui, va se connecter à cette API publique pour lancer des commandes. Et c'est justement avec ce genre de client qu'on va pouvoir automatiser, industrialiser un maximum de choses. Et également, pouvoir s'intégrer avec des outils externes type Slack ou des webhooks, etc. Et enfin, tout ce qui concerne la migration de données, bien entendu, puisque comme on est sur du legacy, on veut passer sur MongoDB Atlas, il y a des solutions, il y en a deux, pour pouvoir migrer nos données sans coupure de service. Donc, il y a ce qu'on appelle le live migration et le Mongo Mirror. La manière de faire sur ces migrations de données, c'est que donc pour le live migration, MongoDB Atlas nous met à disposition un serveur qui va pouvoir se connecter à notre cluster source, donc qui est sur le legacy, va récupérer les données et les injecter dans le cluster de destination sur MongoDB Atlas. Le souci de ça, c'est qu'il faut laisser passer ce serveur-là en entrée sur notre infrastructure, ce qu'on ne voulait pas forcément chez PageJaune, puisque notre sécurité n'était pas top chez nous. Donc, on a plutôt préféré partir sur la deuxième solution, qui est le Mongo Mirror, qui est la même chose, sauf que au lieu d'avoir un serveur chez MongoDB Atlas, c'est nous qui gérons nous-mêmes sur une VM. On installe ce process Mongo Mirror et qui, lui, donc, du coup, pourra être qui est dans notre bulle GCP, donc vraiment fermé, va se connecter à ce cluster source et envoyer en sortie donc, de notre infrastructure, envoyer les données vers le cluster de destination. Promesse numéro 2, concernant tout ce qui tourne autour du support. Donc, on a un support privilégié avec justement un système à base de issue tracker qui est assez réactif avec différents niveaux d'intervention. En quelques heures, on a quelqu'un qui est là. Alors, sauf en S1, quand on a le niveau le plus élevé, on a quelqu'un qui répond très, très rapidement dans les quelques minutes qui suivent. Également, il y a une personne qui s'appelle le Customer Success Manager qui est là, qui est le point d'entrée chez MongoDB pour tout besoin, pour toute demande, tout problème. Ça peut être notre point d'entrée justement pour aller faire l'état des lieux sur certains tickets, par exemple, qui n'avancent pas assez vite, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour nous suivre et voir que tout se passe bien. Également, on a un accès privilégié à tout ce qui est consulting et expertise. Alors là, par contre, c'est payant. C'est quelque chose qui vient en plus du contrat de votre souscription. Tout ce qui est documentation, donc comme tout utilisateur de base MongoDB,
Vous savez bien que la doc est assez claire, assez précise. Ce qui est également bien avec MongoDB Atlas, c'est que cette documentation est bien intégrée au portail. Donc, vous avez facilement des accès et des liens qui vous envoient vers la documentation de MongoDB. Et enfin, tout ce qui tourne autour de la formation. Il y a une offre qui s'appelle le MongoDB University, qui est libre, qui est gratuit pour tout le monde, hein, que vous soyez sur MongoDB Atlas ou pas. Mais donc c'est une plateforme qui vous permet de vous former, à base de petites vidéos de quelques minutes, avec des TP, avec, voilà, donc des exercices qui vous permettent de valider, la formation. Et ce MongoDB University est illimité. Donc vous pouvez voir, les vidéos, tant que vous voulez, via la plateforme MongoDB Atlas. Également, il y a 2 certifications officielles, donc une certification développeur, une certification DBA qui, elles, sont payantes. Alors, elles ne sont pas très chères, mais du coup, voilà, permet d'officialiser un petit peu les choses et la possibilité de demander des présentations ou des petits points techniques, notamment via le Customer Success Manager qui pourra nous organiser tout ça. Troisième promesse, je dirais ce qu'on appelle plutôt nous les bonus, les choses qui viennent en plus. Notamment dans le portail MongoDB Atlas, on a un requêteur qui est intégré avec la possibilité d'avoir des statistiques sur vos bases, des petits outils en plus du type Performance Advisor ou Profiler qui vont vous permettre d'analyser un peu vos requêtes longues, par exemple, vont vous permettre de vous aiguiller sur des problèmes sur des index, des choses comme ça. Également Charts, qui est un outil qui va vous permettre de visualiser un petit peu vos données, sans pour autant avoir à développer votre, on va dire votre application propriétaire. Donc Charts le fera pour vous, donc un visualiseur. Et Compass, qui est l'outil officiel pour les développeurs, qui va vous permettre de vous connecter aux bases de données, faire des requêtes, faire de l'agrégation, analyser vos requêtes, etc. Et enfin, donc, il y a des outils payants type Trigger et Realm qui sont plutôt là qui sont on va dire des options, elles sont payantes. Heu, Suivant votre souscription, hein, toujours pareil, nous on est en souscription pro, donc c'est payant. Si vous êtes en souscription entreprise, ce sera inclus. Donc ça ne sera pas payant. Ça vous permettre de faire notamment du serverless, des functions par exemple. Dernière promesse, donc si on va aller un peu plus loin sur tout ce qui est sécurité, heu, donc notamment mettre un KMS propriétaire. Alors tout ça, c'est payant en souscription pro, mais pas en entreprise, encore une fois. Aller plus loin sur le chiffrement, aller plus loin sur l'authentification et l'autorisation, de vos utilisateurs. Parce qu'à l'heure actuelle, tout ça, c'est fait, via la plateforme MongoDB Atlas. Vous déclarez vos utilisateurs et vos rôles et là, vous allez pouvoir les mettre plutôt chez vous sur un LDAP, un Active Directory, dans votre entreprise. Et enfin, tout ce qui tourne autour de la data. Un BI connecteur qui va vous permettre de vous connecter à votre BI, un data lake pour justement jouer un petit peu de manière plus approfondie sur les données, un online archive qui va vous permettre de nettoyer vos données, mais sans pour autant les supprimer. Vous allez pouvoir requêter dessus quand même. Et Atlas Search, qui est le moteur de recherche proposé par la plateforme. Alors concrètement, comment ça se passe? Nous allons voir donc déjà tout de suite un petit peu le timeline, ce qui s'est passé, lors de notre phase de migration. Donc, une phase de pré-cadrage, donc fin 2019, avec des réunions, des présentations, on a exprimé un petit peu nos besoins, fonctionnels et techniques, autour de tout ce qui touche à Mongo. Est venue ensuite une phase de cadrage, début 2021. On a estimé et on a chiffré combien nous coûterait tout ce qu'on a besoin et tout ce qu'on utilise dans le cadre de Mongo. Et du coup, on a essayé d'établir un macro-planning de la migration. Est venue ensuite une phase de prototypage, donc avec 2 pilotes sur une toute petite base de données qui a permis de vraiment tester tout ce qu'on voulait, vérifier que tout fonctionnait bien, mettre en place des procédures, et cetera. Et un deuxième pilote qui était là pour consolider, valider, mais sur une base de données beaucoup plus grosse, avec une plus grosse volumétrie et un beaucoup plus grand nombre d'interrogations à la base. Et enfin, la suite de la migration avec toutes les autres bases de données, donc qui a débuté en T3 2020, donc avec un planning assez précis, mais pareil en mode lift and shift, c'est-à-dire qu'on n'a pas exploité encore toutes les optimisations possibles que permettrait MongoDB Atlas. En termes de cadrage, du coup, dans cette phase de cadrage, donc on a estimé les coûts en termes d'infrastructure. Donc en gros, par rapport à ce qu'on avait nous, essayé d'estimer en termes de MongoDB Atlas qui était possible pour avoir les mêmes performances. Et également en termes de maintenance et d'évolution, qu'est-ce qu'on allait y gagner en termes de temps, par exemple, passé par les personnes qu'on avait avant et qu'on n'aura plus, et comment justement faire évoluer tout ça en termes de suivi, de métriques, de supervision.
On a ensuite donc établi un planning assez précis pour 2020-2021 à suivre au plus près, bien entendu. En termes de pilote, du coup, on a démarré le premier pilote. La première chose à faire, c'était regarder en termes de réseau si tout allait bien. Enfin, en tout cas, ce qu'il fallait identifier et ce qu'il fallait faire. Donc déjà côté entreprise, donc de notre côté, on a regardé donc les flux qu'on devait ouvrir, par où devaient passer les flux, est-ce que les flux étaient OK en termes de charge, et cetera. Et ensuite, on s'est attaqué à la plateforme MongoDB Atlas, donc la configuration réseau de l'autre côté, donc ce qu'on appelle le Network Access. Et donc, il y a deux possibilités pour ça. Soit on utilise du IP whitelisting, soit du Virtual Private Connection, donc du VPC. Les deux fonctionnent vraiment différemment. IP whitelisting est plutôt vu comme un firewall, donc vous allez définir dans MongoDB Atlas des IP ou des ranges d'IP qui vont avoir le droit de rentrer dans la plateforme, ou alors, utiliser Virtual Private Connection qui est, vu plutôt comme, des bulles très fermées, du type, on aura une bulle où, il y aura une base de données avec une API qui sera dans cette bulle-là, et personne d'autre pourra entrer dans cette bulle. Et ça, par contre, cette manière de faire nous posait problème puisqu'on voulait quand même que nos développeurs puissent, se connecter à notre base de staging, donc à notre base de pré-prod, et c'était pas possible avec, cette manière de faire, en mode VPC. Alors depuis cet été, à peu près, les contraintes, ce genre de contrainte a été levé, donc on n'a pas encore essayé, mais voilà, ce genre de contrainte a été levé, donc on pourrait potentiellement essayer de voir si on ne pouvait pas plutôt faire du VPC qui est quand même un mode beaucoup plus sécurisé. En termes de sécurité notamment, attention parce que la base, est encore plus sur le web que ce qu'on avait. Donc avant, on était quand même sur, GCP, donc la base était donc cloud, hein, donc sur le web, mais c'était une bulle fermée. Donc personne d'autre pouvait rentrer dans cette bulle à part nous. Maintenant, elle est sur MongoDB Atlas, donc il faut bien penser à tout ce qui est sécurité, notamment, il y a 2 manières d'attaquer nos bases, soit avec un utilisateur de base de données, donc en se connectant directement à la base. Donc pour ça, en termes de sécurité, il y a l'IP whitelisting qui va nous protéger, donc le firewall qui va laisser passer, les connexions, vers MongoDB Atlas. Il y a le protocole SSL pardon, qui est maintenant obligatoire pour justement crypter et chiffrer vos données, sur les canaux. Et également votre utilisateur de base de données, qui là, du coup, nous, on s'est obligé à mettre, une politique de mot de passe fort et non plus un puisque maintenant on sait qu'on est plus exposé qu'avant. Également, 2e manière de vous connecter à la plateforme, c'est de se connecter sur le portail MongoDB Atlas, donc l'IHM. Cet IHM-là, quand on se connecte dessus, ça n'a rien à voir avec une connexion, heu, avec un utilisateur de base de données. On ne se connecte pas à une base de données, on se connecte à la plateforme. Donc, là, l'authentification est différente. Donc là, nous, on a mis en place notre SSO entreprise pour tout ce qui est authentification. Pour tout ce qui est droit, ce sont des rôles qui sont gérés dans la plateforme MongoDB Atlas. Donc quand une personne va se connecter, automatiquement, elle sera attribuée à un groupe qui aura certains rôles. Par exemple, aura le droit de créer un cluster, de supprimer un cluster, ou aura le droit d'aller seulement lire ce qui est à l'intérieur, aller regarder les métriques, par exemple. Donc c'est vraiment 2 types de connexions différentes et c'est là où se joue la sécurité. Pour ce qui est du développement, MongoDB Atlas, il faut voir ça du coup comme, une surcouche à Mongo. Ça reste quand même des bases de données Mongo comme on se connectait avant avec un utilisateur de base de données. Donc, faut pas oublier ça, ça reste une surcouche. Donc on se connecte quand même à un Mongo derrière pour nos applicatifs. En termes de prérequis, techniques, sur le papier, c'est très simple. Il faut quand même avoir un driver à jour, heu, donc le plus à jour possible. Et notre manière de connecter à Mongo va changer un petit peu. Notamment, par exemple, avant, si dans l'applicatif, vous connectiez en Spring, par exemple, où on splittait toutes les options de connexion, donc on avait l'utilisateur, le mot de passe, les options de timeout, et cetera. Tout ça a été bien séparé dans la conf Spring. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faudra utiliser ce qu'on appelle une URI Mongo, et donc dans cette URI-là, il y aura toutes les informations de connexion, y compris l'utilisateur, le mot de passe, les options. Et il y a 2 formats possibles, soit le format standard, comme on pouvait le faire déjà avant, soit un format DNS qui simplifie grandement les choses, où on n'est plus obligé, par exemple, de donner la liste complète des machines. Il suffit de donner le nom du cluster et MongoDB saura, se connecter au bon cluster. En termes de validation, nous avons fait donc des tests, au niveau d'architecture, donc des tests de charge, des tests de rupture, pour tout ça valider que l'infrastructure tient bien, qu'en termes de réseau, on est pas mal.
Heu, on a donc établi un scénario bien défini pour comparer, lancer ces tests donc sur nos bases legacy, mais également sur nos bases MongoDB Atlas pour pouvoir comparer et voir le comportement. Donc on a établi un scénario grosso modo, un tir de 15 minutes avec un ramp-up de 2 minutes et demie, avec un trafic de production qui est à peu près, 1 000 requêtes secondes une typologie de serveurs, ce qu'on appelle des M30, qui est, une typologie standard pour de la production et avec 50 threads en parallèle. En termes de résultats, grosso modo, entre le legacy, une base MongoDB 3.6 sur MongoDB Atlas ou une base en version 4.2, on est à peu près, on est standard. C'est-à-dire que tout est OK, tout est à peu près pareil, on est aligné en termes de par exemple, en temps de réponse, on est inférieur à 3 millisecondes, en legacy, alors que sur MongoDB Atlas, on est à 4 millisecondes. Bon, presque rien en termes de différence. En termes de scaling, au niveau des pods, on passe de 2 à 4 sur les 3 types de tests, donc pas de problème. En termes de connexion, en termes de pool de connexion, pas de souci non plus. On voit bien que ça scale un petit peu, ça monte et ça redescend. Donc rien d'alarmant. En termes de trafic réseau, pareil. Ce qui change un petit peu, c'est la charge CPU. Typiquement sur le legacy, par pod, on était à peu près une charge de 8% sur un CPU. Alors qu'en MongoDB Atlas 3.6, on était à 30% et en 4.2, on était à 38%. Alors ça, on sait l'expliquer puisqu'en fait, sur le legacy, on avait une plateforme surdimensionnée. Donc du coup, donc avec un CPU beaucoup plus fort. En termes de test de rupture, on a fait la même chose sur un M30, la même chose, sauf qu'au lieu de faire 1000 requêtes secondes, on a fait 4 fois le trafic de prod, donc 4000 requêtes secondes. Et là, du coup, on voit bien que les pods, ils scalent, hein, donc pas de souci. Les temps de réponse, c'est bon, il reste toujours à 4 millisecondes. Par contre, le CPU, sur les pods sature. On arrive sur les CPU de nos 2 secondaires sur les clusters, on arrive à 90% d'utilisation du CPU. Donc voilà, on sait qu'à 4000 requêtes secondes, on sature nos pods. Bon, on a de la marge, hein, quand même, entre 1000 et 4000 requêtes secondes, on a un petit peu de marge. Donc on le saura. En termes d'ops, on a également validé plusieurs choses. En termes d'industrialisation du gestion du cluster, typiquement via le client Terraform, que tout se passait bien, qu'on arrivait à créer, à modifier la configuration, rajouter un nœud, changer de version, par exemple. Tout ça sans coupure de service, bien entendu. Donc, on a testé également la migration de données, vérifier que ça fonctionnait bien donc, au début, on a testé avec Live Migration, donc ça ne fonctionnait pas tel qu'on le voulait, parce qu'on exposait un peu plus nos données, comme je disais tout à l'heure. On est plutôt parti sur un Mongo Mirror avec une gestion de VM par nous-mêmes. On a également testé l'upgrade version, comme j'ai dit, sans coupure de service. Et avec tout ça, on a vérifié que le système d'alerting et monitoring fonctionnait bien. Donc l'alerting, quand on dépassait certains seuils, qu'on avait bien une alerte. On avait branché ça sur Teams, par exemple Microsoft Teams. Et en termes de monitoring, qu'on suivait donc nos métriques étaient bien en corrélation par rapport à ce qu'on faisait. Une fois le pilote OK, du coup, il a fallu donc documenter tout ça, donc en mettant en place les procédures de migration, donc qui est vraiment l'épine centrale, l'épine dorsale plutôt de cette phase de migration, et également écrire quelques documentations techniques à destination des développeurs et des opérationnels. On a dû également adapter nos outils annexes, hein, tout ce qui est Job Jenkins, les Ansible qui tournaient derrière, des traitements back-office, la surveillance. Donc, on a dû pas mal adapter, notamment avec cette manière de se connecter avec les URI Mongo, la sécurité qui change un petit peu. Donc, voilà, il y a eu de l'adaptation. Et tout ça tout en checkant quand même que les promesses MongoDB Atlas étaient bien respectées. OK, le pilote numéro 1 était OK, donc on est passé à la deuxième phase, donc le deuxième pilote qui est sur une base beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de volumétrie, beaucoup plus de nombre de requêtes à la seconde. Donc, on a complété notre procédure de migration, bien entendu, et on a consolidé et validé tout ça, que ça fonctionnait bien. Et enfin, avec cette deuxième pilote, on a affiné notre planning plus précisément et suivi, surtout que le suivi de ce planning est très important. Dans les faits, la migration, comment ça s'est passé? Donc, une phase de pilotage très importante où du coup, il y avait différentes équipes qui intervenaient. Donc, il fallait négocier pour prioriser tout ça dans les roadmaps d'équipe. Également, pardon, en termes de suivi du planning, très important, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir avec MongoDB Atlas, c'est que vous négociez en avance de phase un nombre de crédits à consommer dans l'année. Si vous ne consommez pas ces crédits, à la fin de l'année, ils sont perdus. Alors, il y a une petite phase de latence, mais
Donc ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on est à cheval sur ce planning-là. Il faut absolument essayer d'être au plus près du planning défini. En termes de support technique, il a fallu donc accompagner les différentes équipes, en les formant, en faisant des petites présentations internes. Ensuite, également capitaliser les expériences des différentes migrations dans les équipes qui allaient démarrer leur migration à elles. Donc, on a dû également valider techniquement tout ça fonctionnait bien. La procédure de migration, du coup, très importante. Il faut absolument la respecter. Si on voyait des choses qui n'étaient pas bonnes, du coup, on adaptait en fonction des migrations. Donc cette procédure a été mise en place, durant les phases de prototypage. Donc, normalement, elle était censée couvrir un large panel de ce qui allait se passer et notamment le respect de cette procédure-là était très important pour, la phase de migration. Également, donc on avait une chaîne de CI/CD, qui était là aussi, donc qui est là aussi pour valider que nos modules, fonctionnent bien avec notamment toute une batterie de tests, fonctionnels ou de performance. Cette chaîne-là, permet, notamment à nos modules d'aller jusqu'en pré-production de manière automatique, ce qui a permis du coup de valider et d'observer dans une première phase en staging, donc la pré-production, que tout se passait bien et ensuite de programmer une production. Une fois les migrations faites, d'une base de données, il faut bien entendu faire attention aux legacy, parce qu'il y a forcément du nettoyage à faire. Donc les anciens Mongo, il fallait les décommissionner, les anciens, des jobs des back office, qui ont été refaits, par exemple, il fallait les arrêter et les enlever, par exemple. Voyons maintenant quelques points qui se sont bien passés, un peu sous forme de rétrospective et ensuite on verra également les points de vigilance. Premier point, très on va dire qui s'est bien passé pour nous, c'est, tout ce qui tourne autour des outils. Les outils sont stables, notamment le portail, IHM, donc de MongoDB Atlas est, assez bien fait, donc on retrouve facilement nos petits. Le client Terraform également qui est vraiment très pratique, donc qui va derrière appeler l'API publique, qui permet vraiment d'industrialiser les choses et d'automatiser les choses. Donc on s'interdit maintenant de faire toute intervention, sur le portail MongoDB Atlas. Il est juste là pour faire de la consultation ou faire des tests, je dirais, en mode sandbox. Mais tout ce qui tourne autour de la staging et de la prod, on passe forcément par le client Terraform. L'autre gros point, qui était très important pour nous, c'est que, le maximum de choses se passent sans coupure de service, notamment cette phase de migration de données. Donc on a testé, à plusieurs niveaux, donc ça fonctionne très bien. Également tout ce qui est, upgrade de version de Mongo, ça c'est pareil, avant ça nous coûtait vraiment très cher lorsqu'on devait, upgrader nos versions. C'est aussi un des gros arguments qui a fait qu'on est passé aussi sur MongoDB Atlas, c'est que les migrations de version de Mongo sont assez simples à faire. Alors voilà, il y a quand même de la sécurité à faire attention autour de tout ça, mais c'est assez simple à faire avec le client Terraform ou manuellement, mais comme je vous l'ai dit, on le fait via le client Terraform. Également, lorsqu'on doit faire évoluer, la configuration de nos clusters, notamment, upgrader ou downgrader, l'infrastructure, donc tout ça, c'est basé, comme je disais tout à l'heure, en mode rolling. On sort un nœud, enfin, c'est comme ça que fonctionne MongoDB Atlas. Ils sortent un nœud du cluster et le réinjectent après avoir fait les modifications dessus. Deuxième slide sur ce qui s'est bien passé, enfin en tout cas ce qui nous a bien plu, c'est le système de backup restore qui est très rapide, justement parce qu'il est basé sur une fonctionnalité que met à disposition Cloud Provider. Alors nous, c'est GCP, Google, donc du coup, une fonctionnalité qui s'appelle le Direct Attach. Donc c'est en grosso modo, c'est à coup de plug et de unplug de disques qui fait que, par exemple, lorsqu'on va, restaurer un backup, d'une grosse base de données sur un même projet, typiquement un cluster, on prend un backup d'un cluster de prod, on veut l'appliquer sur un autre cluster de prod, ça va prendre 6-7 minutes, par exemple. Et donc ça, on était assez bluffé là-dessus. Également, le backup restore, faire très attention à votre stratégie de backup. Combien de backups vous allez faire, quelle rétention vous allez faire, à quelle périodicité. Donc ça, c'est pareil, ça va avoir un coût derrière. Donc attention à ça. Également, la gestion des clusters est grandement facilitée, notamment tout ce qui est création, suppression, mise en pause. Comme je disais, la mise en pause, c'est une nouvelle fonctionnalité avec MongoDB Atlas qui va vous permettre, sur certaines typologies de clusters, de diviser par 10 votre consommation de crédit. Donc, très intéressant. Également, pouvoir rajouter un quatrième nœud, sortir tout ce qui est monitoring, etc. Donc, ça favorise grandement l'autonomie des différentes équipes responsables des bases de données.
Également, le système d'alerting, très intéressant. Donc de base, il est configuré d'une certaine manière, mais il faut absolument le tuner, donc le modifier pour, coller au plus près de ce que vous voulez surveiller, parce que sinon ça vous envoie quand même pas mal d'alertes, par défaut. Dernier slide sur ce qui c'est les points positifs, grosso modo, donc le support, très content du support, donc le Customer Success Manager qui est là vraiment pour faciliter les choses. Le système de ticketing aussi également, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre ou vous mettre sur les pistes. Le consulting également qui est intéressant et enfin le Mongo University, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment quelque chose de très bien fait. Une plateforme également disponible qui s'appelle le feedback, pour tout ce qui est retour client. Typiquement, vous avez une nouvelle fonctionnalité ou quelque chose qui serait intéressante, à développer. Donc il y a une plateforme pour ça et notamment, n'importe quel internaute peut voter sur votre demande. Donc et votre Customer Success Manager peut aussi être là pour appuyer un peu plus la demande. Et enfin, tout ce qui concerne le FinOps. Donc le billing est simple et accessible, sur, le portail notamment, MongoDB Atlas. Alors ce qui nous a un petit peu plus embêté, tout ce qui est modification de driver et d'URI. Donc, sur le papier, je dirais, c'est assez simple, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a le pilote à mettre à jour et grosso modo, utiliser une connexion en mode Mongo URI. Bon, OK. Le problème de ça, c'est qu'il peut y avoir des gros impacts si votre stack technique est vieillissante. Typiquement, si vous mettez à jour votre dernier driver, il va automatiquement être compatible avec un Spring Data récent, mais que vous ne pouvez pas monter parce qu'il y a beaucoup trop d'impact autour. Donc, vigilance sur ça. Et également, attention à la sécurité de vos bases de données. Typiquement, si vous passez par un driver récent et donc du coup une URI de connexion, automatiquement, par exemple, ça va vous activer le SSL. Donc, il faut que vos applications puissent le gérer. Donc, remplacement des vieilles stacks techniques, typiquement, on a des briques open source type, alors je vous ai mis un exemple Mongo Connector, qui permet notamment de basculer des données de MongoDB vers Elasticsearch, par exemple, et lui ne fonctionne plus à partir de la version 4.4 de Mongo. Donc, on est en train de voir pour changer notre manière de faire. Enfin, il a fallu adapter également l'outillage interne, avec justement des URI, les connexions sécurisées. Donc voilà, adapter un petit peu les drivers aussi en interne quand on avait de l'outillage en mode Python, par exemple. Donc il y a quand même pas mal d'outillages à modifier. Typiquement également aussi notre gestion de dump, qui est plus à faire de la même manière. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'option backup est top, mais attention, il y a quand même certaines limites. Les dumps sont des dumps internes à MongoDB Atlas. Alors, les dumps, ça s'appelle des snapshots, ça s'appelle comme ça. Donc, ces snapshots-là, on ne peut pas les récupérer et les injecter sur une instance de Mongo que vous auriez sur votre machine en local. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment interne à MongoDB Atlas. On peut les restaurer sur d'autres clusters, mais c'est des clusters MongoDB Atlas. Et attention à la restauration inter-projet. Tout à l'heure, j'ai dit intra-projet, c'est-à-dire qu'un cluster, on prend un backup d'un cluster de prod, on l'applique sur un autre cluster de prod, très efficace. Si vous faites un dump de cluster de prod vers un cluster de staging, qui est un autre projet à côté, ça va être beaucoup plus long. Donc les projets, juste pour spécifier ce qu'est un projet, c'est un regroupement de clusters dans MongoDB Atlas. C'est vous qui allez définir vos projets. Donc nous, on a un projet prod, un projet staging, un projet sandbox. Voilà. Et si vous vous amusez à faire des restaurations inter-projets, ça va être plus long. Aussi long que si vous faisiez un Mongo dump et un Mongo restore manuellement. Enfin, la gestion des coûts, attention, très attention, qui est quand même le nerf de la guerre. Afin qu'on ait un SLA, donc une haute disponibilité en production, donc 99,995, il faut absolument, en tout cas c'est ce qui est préconisé, avoir des machines de typologie M30. Alors, il faut savoir que sur MongoDB Atlas, donc, il y a différentes typologies, M10, M20, M30, M40, M50, etc. Et par exemple, un M40 va vous coûter le prix de 2 M30, à peu près. Un M50 va vous coûter de M40, etc. Et vous allez comme ça, plus vous montez, plus vous allez payer. Donc, la stabilité en production est garantie par MongoDB Atlas à partir d'un M30. En termes d'optimisation, donc bien penser à tout ce qui est optimisation, notamment à regrouper des bases de données, par exemple, ce qui a été notre cas. Attention également, à partir du moment où vous instanciez un cluster, donc à partir du moment où il tourne, vous consommez des crédits. Même si vous ne faites rien que ce cluster-là, qui ait énormément de charges ou pas sur le cluster, vous consommez les mêmes crédits. Et attention à l'autoscaling. L'autoscaling sur disque, ce n'est pas ça qui va vous coûter trop cher.
Par contre, l'autoscaling sur infrastructure, ça peut vous coûter cher parce que vous allez automatiquement passer d'un M30 à M40, d'un M40 à M50 ou d'un M50 à M40, suivant les règles que vous allez mettre en place sur l'autoscaling, mais il faut le savoir. Dernier slide sur les points de vigilance. Attention à la stratégie de l'upgrade de vos versions de Mongo. Parce qu'en fait, comme toute version Mongo, elles vont avoir une fin de vie. Donc, typiquement, la 3.6 arrive en fin de vie le 30 avril. Donc, attention à bien penser comment vous allez le faire. Et du coup, à vos drivers qui vont pouvoir gérer ça, puisqu'en fait, un driver en fait va savoir gérer un certain nombre de versions. Typiquement, nous on était sur l'avant-dernier driver. Alors je ne sais plus la version exactement, mais il sait gérer un Mongo 3.6, 4.0 et 4.2. Il ne sait pas gérer un 4.4. Si on veut passer en version 4.4 de Mongo, il va falloir monter le driver pour pouvoir donc prendre le tout dernier qui sait gérer une 4.4. Du coup, pour faire ça, il faut repasser sur toutes vos stacks. Donc attention à ça. Et attention à certaines options payantes. Alors, suivant votre souscription, nous, on a une souscription pro. Donc le BI Connector, par exemple, nous, il est payant pour nous. En souscription entreprise, il ne l'est pas. Attention au backup restore également. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas besoin de l'activer. Ça, c'est un petit tip, je dirais. On n'a pas besoin de l'activer sur un cluster de destination. Lorsque vous avez besoin de faire des backups, il faut forcément activer l'option. Donc, c'est ce que j'appelle le cluster source. Si vous voulez restaurer, donc par exemple, un backup de production, qui est le cluster source, vers un cluster de staging, qui est le cluster de destination, vous n'avez pas besoin d'activer le backup restore sur le staging. Vous avez seulement besoin d'activer sur la prod. Alors, un petit slide sur nos best practices, les points à faire très attention. Une phase de prototypage très importante, donc avec un premier prototype très simple pour tout mettre en place, tout tester. Puis une deuxième base de données, un deuxième cluster plus conséquent, même je dirais même celui le plus gros que vous avez, pour justement voir ce qui se passe et ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Penser industrialisation, donc automatisation, notamment avec le client Terraform et non pas l'IHM, donc le portail. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est une bonne pratique. Il est vraiment très pratique ce portail-là, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut aller créer vos clusters, etc. Il faut automatiser un maximum de choses, donc via le client Terraform. Utiliser activement le support, qui est vraiment très réactif, très pratique, donc documentation également. Les métriques qui sont mises à disposition, donc tout ce qui est monitoring, sont mis à disposition dans le portail MongoDB Atlas. Donc, ils sont très bien faits. On peut les activer, les désactiver suivant ce que vous voulez surveiller. Donc, ça, c'est vraiment les utiliser, c'est quelque chose de bien. Gestion des coûts, très attention. Pensez optimisation de vos bases de données au niveau d'un même cluster, par exemple. Et attention à vos crédits, puisqu'ils sont achetés en avance. Ils sont négociés en avance, donc attention à bien les consommer suivant un planning. Les droits, donc bien penser aux droits des utilisateurs qui vont se connecter à une base de données qui sont différents des utilisateurs qui vont se connecter au portail MongoDB Atlas. Donc ça, c'est pareil, bien penser à ces droits, qu'est-ce que chaque type d'utilisateur a le droit de faire. Et enfin, en termes de stratégie, des backups, pensez à ça aussi. Combien de backups vous voulez, un par jour, un par semaine, combien de temps vous les gardez. Et attention parce que les backups sont vraiment internes à la plateforme MongoDB Atlas. Donc, à vous de voir si vous avez besoin de les restaurer sur des instances à côté ou pas. Un petit état des lieux avant de terminer sur le bilan. Donc là, je vous ai mis une petite frise avec les différents clusters qu'on a fait au fur et à mesure de l'année 2020. Donc, on a commencé par un premier pilote, deuxième pilote. En parallèle, on a commencé à lancer des travaux sur les autres bases de données. Donc, les couleurs, c'est les équipes qui ont travaillé dessus. Donc, une même couleur. Donc, les pilotes 1 et 2, par exemple, c'est une même équipe qui a travaillé dessus. Et les clusters avec les petites étoiles, c'est ceux sur lesquels on a fait de la migration de données sans coupure de service, par exemple. Les autres, on a pu arrêter le service, donc faire des dumps et des restores manuellement, qui est plus simple quand même. Du coup, en termes de clusters, à l'heure actuelle, on a 21 clusters sur MongoDB Atlas, 15 sont déjà OK, donc je dirais les 2 tiers sont prêts. Mais qui dit cluster ne dit pas forcément un cluster égale une base. C'est un cluster égale plusieurs bases. Donc, on a optimisé les choses. Donc, à l'heure actuelle, on a 13 bases de données sur les 47 qui sont migrées, avec un peu moins d'un quart, donc 8 sur 47 qui sont en cours, et une moitié à peu près prévue donc, sur le premier semestre 2021. Donc, des bases qui restent à migrer. Pour terminer, un petit bilan. En résumé, MongoDB Atlas est un vrai facilitateur
avec des promesses, très très alléchantes et des promesses tenues surtout. Un support très présent et très réactif, c'est très agréable de travailler avec des personnes qui sont là. Alors vous payez une souscription bien entendu, mais c'est quand même, très agréable que le support soit assez réactif. Une plateforme qui est, tout le temps à jour, donc avec des versions qui évoluent. Alors attention aux fins de vie, hein, comme je disais tout à l'heure, et attention surtout à votre gestion de coûts, qui est quand même le nerf de la guerre. Les migrations sur le papier, c'est assez simple, hein, c'est un driver à changer grosso modo et une connexion en mode URI, mais attention à votre stack technique si elle est vieillissante. Le pilotage et l'accompagnement technique de vos équipes, très important, hein, surtout notamment pour le suivi, pour accélérer les choses. Et la phase de prototypage qui est très importante également avec les 2 types de prototypes que je vous ai dit tout à l'heure. Si on devait aller plus loin, on travaillerait plutôt sur la sécurité, notamment, au lieu de faire du Scrum, donc un login mot de passe en termes de connexion d'utilisateurs, on utiliserait plutôt des certificats. Pour tout ce qui est sécurité côté réseau là, sur MongoDB Atlas, maintenant que les contraintes ont été levées sur le VPC, donc Virtual Private Connection, on tenterait plutôt d'aller sur des VPC plutôt qu'IP whitelisting. C'est quand même quelque chose qui est quand même plus sécure, je dirais. Et en termes de chiffrement de données également, on a commencé, alors je sais qu'il y a d'autres BU qui ont commencé à faire ça, mettre en place un KMS, donc avec des tokens propriétaires. Et en termes de nouvelles fonctionnalités, on s'améliorerait un petit peu sur nos pratiques, hein, donc là, on poussera un petit peu nos optimisations, notamment en utilisant des vues, des nœuds analytics, regarder un petit peu le performance advisor et le profiler pour analyser un peu plus nos requêtes, regarder un petit peu l'alerting, parce que l'alerting ressort quand même certains problèmes, hein, donc on peut travailler dessus. Utiliser un peu plus Charts, qui est donc le visualiseur de données, visualiseur graphique de données, qui est quand même intéressant. Donc on a commencé un petit peu, mais pas encore de manière assez poussée. Et également tout ce qui tourne autour de la data, donc avec le BI Connector, le Data Lake et des nouvelles fonctionnalités type, Online Archive, Atlas Search et les triggers qu'on n'a pas joué avec encore. Voilà. Bah, je vous remercie pour, votre écoute en tout cas et puis, je suis disponible, pour vos questions et vous retrouvez là sur nos petits Twitter, vous pouvez aller consulter. Merci.